Enregistrement. Donc, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, au milieu de l'été, on est très heureux de recevoir Pierre Papron, qui, je lui laisserai peut-être dire un petit mot qui il est, son parcours. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui est très actif sur LinkedIn et qui, notamment, voilà, fait des posts sur le Covid et la situation actualisée du Covid très régulièrement. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de données, beaucoup de statistiques très intéressantes. Donc voilà, pour ne pas perdre de temps, Pierre, je te donne la parole. Donc, tu as une quinzaine de minutes pour ton propos introductif, voilà, où tu es libre de parler de tous les sujets qui te paraissent les plus importants sur cette crise du Covid, et notamment son actualité avec ce fameux variant Delta qui nous embête. Voilà, Pierre, c'est à toi, avant qu'on prenne dans 15-20 minutes les questions et tes réponses. À toi, Pierre. Écoute, un grand merci Laurent, un grand merci Fabienne là, pour cette invitation. Rapidement pour me présenter, donc moi j'ai un background ingénieur des arts et métiers. J'ai fait un MBA d'HEC, je suis allé jusqu'en Master 2 de psychologie du travail et j'ai passé 2 ans dans les sous-marins nucléaires, lanceur d'engins. Donc ça c'est pour me donner un peu une formation un peu très explorative, je dirais, sur un peu voilà, un peu tout le background. Comme fait significatif, j'ai 7 enfants, j'ai tenté l'Everest il y a une vingtaine d'années là maintenant. Et j'ai eu différents jobs de directeur général dans le groupe Danone. J'avais lancé Altavista, le moteur de recherche en France et dans 32 pays dans le monde. On a essayé de tenter la fusion avec Google. Donc ça m'avait fait un peu découvrir le monde des NTIC, comme on appelait ça il y a encore une dizaine d'années, donc de toutes les nouvelles techno digitales. J'ai dirigé Last Minute et depuis 5 ans, j'ai plongé dans la blockchain. Alors, comment je suis arrivé au Covid? C'est très simple, c'est quand j'ai vu la vague arriver, ça devait être au mois de janvier dernier, j'ai commencé à utiliser les compétences que j'avais développées pour Glexo Welcome, pour la modélisation en fait, du HIV, modélisation de la propagation de l'herpès dans le monde. Les réseaux neuronaux étaient absolument parfaits pour ça et j'ai pris tout le data des différentes provinces chinoises et c'était totalement affolant. Le résultat était, on était clairement sur des exponentielles et tout le monde était en train de regarder ça avec des yeux de linéarité, je dirais habituels pour les propagations, alors qu'on avait des taux de multiplication de 2 ou 3 dans la semaine. Voilà. Donc c'était, je me suis dit, tiens, il y a un truc un tout petit peu énorme et ça c'était en early stage vers le 10-15 janvier à peu près l'année dernière. La grosse vague chinoise est arrivée vers le 22. Ils ont commencé à faire le lockdown de Wuhan des 30-40 millions de personnes. Et là, je me suis dit, attention, c'est en train de devenir énorme. Et le dataset a été complètement changé à ce moment-là. C'est-à-dire que toutes les tendances un peu exponentielles ont été cassées. Et on se retrouvait avec, je dirais pas du logarithmique, mais pas très loin. Ça n'avait plus rien à voir en termes d'exponentialité. Donc, ça montrait une manipulation du data assez importante. Et ça s'est propagé, bien sûr, à différents autres pays dans le monde. Vu vers le mois de février, je me suis intéressé à ça et je me suis dit, ben là, attention, il va y avoir quelque chose d'important. Donc, j'ai commencé à alerter les autorités. Bon, vous vous rappelez, à l'époque, c'était, non, c'est un tout petit peu, c'est une grippette, enfin, comme on appelait ça encore au mois de février. Et au mois de mars, au début du mois de mars, là, il y a eu un gros branle-bas de combat avec le fameux confinement qui est arrivé vers le 16 mars. Je me suis aperçu vers le 10 mars, moi j'ai proposé en fait mon temps d'être un peu en première ligne dans les hôpitaux et autres. Et on m'a dit, vous n'êtes pas professionnel de santé, donc hop, j'ai été renvoyé, je dirais, en deuxième ligne. Et je me suis dit, grande question, comment est-ce que je peux, je dirais pas servir à la France, mais un peu aider tout le monde par rapport à tout ce qui est en train de se passer. D'où à ce moment-là l'idée qui a germé. J'étais un tout petit peu actif sur LinkedIn, sur la blockchain depuis 5 ans à peu près. Je suis ça depuis 2014-2015. Je me suis dit, tiens, là, il y a un gros travail de pédagogie à faire parce qu'il y a beaucoup de questions et très peu de réponses. Et les premières écoutes, donc moi j'avais 2 mois, à peu près 2 mois et demi de recul sur le virus, et je me suis aperçu d'une cacophonie ambiante avec des épidémiologistes, des virologues, des médecins, des urgentistes, enfin voilà, tout le monde s'est mis à parler, il y avait un grand brouhaha, et j'étais terrifié par les certitudes qui pouvaient être assenées à ce moment-là, alors qu'il y avait des études qui commençaient à être très claires sur les pathologies, sur les taux de la mortalité, ou plus précisément la létalité qu'il pouvait y avoir en fonction des tranches d'âge, en fonction des comorbidités qu'il y avait,
Enfin voilà, il y avait eu déjà des tas d'études. Donc à la mi-mars, on était à peu près à 500, 600 études déjà sur Lancet qui ne revisitaient plus du tout. Il n'y avait pas de peer-to-peer visite en fait qui était faite. Donc, j'ai éprouvé le besoin très, je dirais, très l'esprit de Montaigne, de questionner un peu toutes les datas qui étaient là, et surtout d'exercer le jugement qui est le propre de chacun, qui est de poser des questions et d'essayer d'amener des éléments les uns et de les connecter, d'aligner les points les uns avec les autres. D'où ma participation un peu je veux dire, à tout l'effort l'an dernier. Ça a été des posts tous les matins. Je me réveillais. Alors moi-même, j'ai attrapé le Covid à ce moment-là, donc ça voulait dire je dormais par tranche de 3 heures dans la journée. J'ai pas voulu aller en réanimation ou à l'hôpital alors que j'avais un taux de pression partielle d'O2 qui devait se balader à peu près à 85, mais bon, sur l'Everest, je suis descendu à 60, donc je connais les effets, je connais un peu, voilà, un peu ce qu'il fallait faire. Donc ça a été, voilà, donc je me réveillais à 4 heures du matin, je ne savais pas trop quoi faire, j'arrivais à dormir par tranche de 2-3 heures, et je me suis dit, je vais commencer à accumuler des données, surtout à les synthétiser, les structurer pour les rendre un peu, les vulgariser, les accessibiliser. Et donc ça a donné un post tous les matins à 7 heures, un peu basé sur Europe 1, qui reprenait un peu l'essentiel de l'actualité pendant 64 jours. Alors j'ai eu la chance, parce que c'est la grande question quand on fait un effort comme celui-là, d'arriver à sortir. Je suis sorti le jour de l'ascension, qui tombait le 64e jour, enfin voilà, qui était un petit clin d'œil par rapport à mon parcours alpiniste, de mon parcours himalayen comme ça dans ma vie. Donc ça a été assez expérience formidable, parce que c'était 2 heures, 3 heures pour faire un post un tout petit peu construit, qui donnait la parole à des Coréens, qui étaient le best in class à ce moment-là, qui donnait la parole à Angela Merkel, qui a expliqué à l'ensemble de la nation ce qu'était le R0, R2, R3, enfin avec tous ces éléments-là, et puis à différents pays, à la Nouvelle-Zélande, en fait, et autres. Petit à petit, il y a un réseau de correspondants qui s'est mis en place, et à chaque fois que je faisais un post publié à 7 heures, je restais 2-3 heures à peu près derrière pour animer, donc ça donnait entre 500 à 1000 commentaires, et le reach, au début c'était 100-200 000, je suis monté jusqu'à 1,2 million de personnes qui voyaient le post comme ça tous les matins. Donc pour vous donner les ordres de grandeur, la meilleure matinale en France, c'est je crois France Inter actuellement, qui doit faire des pointes à 1,3-1,4 million d'auditeurs comme ça le matin. Voilà le move, et avec un sentiment assez formidable d'animer comme ça une communauté qui avait vraiment envie de savoir. Donc au début, j'ai eu un job très prenant de modération, parce que il y avait des pensées uniques, je dirais des fakes, qui arrivaient. Il y avait des Chinois parce que j'ai essayé de donner des vrais chiffres sur la Chine quand ils annonçaient 30 000 personnes touchées ou mortes. Moi, je faisais les calculs par rapport à du CO2, par rapport à des commandes de cercueils en fait et autres, de tombes, et on arrivait plutôt à des chiffres, mais à multiplier par 10. Donc voilà, donc tout ça est mis en place. J'ai eu un réseau de correspondants assez rapidement avec la Nouvelle-Zélande, avec la Chine, qui a pu émettre jusqu'à la mi-avril à peu près, mais ça a disparu après. Il y a eu une chape de plomb qui a été un rideau de fer qui est tombé. J'avais de la Russie, j'avais la Californie, j'avais enfin voilà un réseau une sorte d'AFP local, d'AFP enfin distribué, et avec une vingtaine de points de contact un peu partout dans le monde. Voilà un peu pour introduire, je dirais très très rapidement. Voilà, donc l'endroit, là maintenant, j'ai arrêté depuis 1 an. Je continue bien sûr à suivre, par passion, parce que je pense qu'on vit une expérience planétaire pour l'espèce humaine qui est assez unique dans son genre. On n'a pas vécu la même chose, même avec la peste noire, la grippe, la fameuse grippe espagnole, mais qui serait plutôt une grippe américaine venant du New Jersey. C'est bien connu, je pense, maintenant. Mais à l'époque, on ne savait pas. C'était en plus de ça complètement étouffé par les médias et autres. Là, on a la chance d'avoir accès à des données plus ou moins stables, plus ou moins précises. C'est plus des données barométriques, parce qu'on n'y a pas eu de calage sur les mêmes méthodes de mesure des cas, de mesure des morts, de comorbidité en fait et autres, mais au moins on a des indices relatifs qui sont assez passionnants et intéressants, et qui m'ont donné cette idée
on appelait ça météo Covid au début, donc de faire un point, parce que c'est très barométrique dans la manière de lire les tendances et tous ces éléments-là. L'avantage des courbes, c'est que elles synthétisent beaucoup de choses au niveau d'un pays, au niveau d'une région, d'une commune, en fait, et autres. Donc ça permet de vraiment d'avoir, de mieux sentir en fait ce qui se passe. Enfin, on fait mieux appel aux capacités du cerveau comme ça à lire ces éléments-là. Les éléments récents, c'est un peu l'écran que j'ai partagé avec vous. Ça vous donne un peu les visions de la quatrième vague qui est en cours en France, avec un phénomène très très particulier, puisqu'on est revenu à des niveaux pour les différents pays qui sont à ceux que l'on avait connus en début d'année, et avec un phénomène qui est extraordinaire depuis à peu près une semaine et qui est apparu. C'était la raison du dernier post là, qui a dû être, je crois, je vais être à 200, je ne sais plus trop, 300 000 personnes qui l'ont vu. C'est qu'on a une courbe en cloche, mais on est en train de faire un pic, et que, à mon avis, c'est grâce au delta. Donc, quand j'ai eu l'occasion de discuter avec Laurent sur mon intervention, je dis oui, il va y avoir des choses assez intéressantes, parce qu'on a un retournement un peu de l'histoire, quelque chose qui va marquer ça, qui va marquer cela. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a un pic comme ça? Alors, plusieurs hypothèses là, que j'ai pu balayer au cours du dernier post. Donc, ce pic, on le voit sur UK, on le voit sur Spain, on le voit sur les Pays-Bas, on le voit sur le Danemark, on le voit sur l'Inde, on le voit sur le Portugal. Enfin, je peux vous faire la liste sur à peu près les 150 pays sur lesquels on a du data représenté, enfin, facilement accessible. Il y en a à peu près une trentaine qui sont là. Donc la France est toujours en train de monter. On est dans la zone des 20-30 000, mais on commence à sentir ce frémissement d'une dérivée seconde en fait, qui apparaît, donc d'une cassure de ce petit pic qui pourrait apparaître bientôt. Alors bien sûr, ça va un peu à l'encontre de la fameuse quatrième vague et de l'affolement qu'on peut lire dans les médias. Bon, ça, on s'en fout un peu. Là, on est vraiment en train de juste regarder un peu les chiffres. Enfin, le gouvernement suit un peu ce truc-là et puis aura, à mon avis, tous les bénéfices comme ça qui vont venir on a suivi, enfin, il y a des exploitations politiques assez manifestes qui pourront en être faites. Donc, j'ai plongé quand même un tout petit peu dans les data européens. Donc, ça, les références sont sur c'est World in Data, World in Data, qui donne énormément de chiffres comme ça sur les taux de vaccination. Il y a des animations, des cinématiques de propagation de la vaccination par tranche d'âge, en fait, et autres. Donc, si vous avez envie de data et de faire du data crunching et de craquer, de faire du problem solving, il y a tout ce qu'il faut, en fait, comme data. On peut faire du download en plus des bases de données, en fait, et autres, si vous voulez vraiment vous amuser, si vous aimez ça. Moi, j'ai pas trop fait, j'ai regardé les synthèses qui étaient là. J'avais un peu trop fait dans ma vie chez McKinsey ou dans d'autres zones. Donc voilà. Donc ça vous donne un peu les pénétrations. Donc pour expliquer un peu ce pic, on ne retrouve pas en fait une explication, je dirais simple, au travers des taux de vaccination. Donc là, vous avez les primo-vaccinés, ceux qui ont été totalement vaccinés, ceux qui n'ont reçu qu'une dose. Donc là, il n'y a pas d'explication parce que tout le monde est à peu près au même niveau. J'ai cherché après sur les taux est-ce que c'est lié au delta, enfin, et à l'efficacité des vaccins, tant Pfizer qu'AstraZeneca, qui sont les deux plus massifs, je dirais, pour les différents pays, mais là aussi, on ne retrouve pas. Donc, bon, au passage, on a quand même des taux. Moi, je me suis fait vacciner hier en fin d'après-midi avec mes enfants, c'est mes trois plus petits enfants. On voit quand même des taux. Si vous avez à choisir, prenez Pfizer et ne prenez pas AstraZeneca. Donc là, il y a une utilité assez grande, donc tant par rapport à du delta que par rapport à du alpha. Le alpha m'a quand même assez étonné de voir que c'est du 93 pour Pfizer et simplement 74 pour AstraZeneca. Mais rien pour expliquer en fait les phénomènes récents qu'on a vus sur delta. Je suis allé un cran plus loin, j'ai trouvé les données aussi sur le mix qu'il pouvait y avoir de variants pays par pays. Donc sur UK, on est à 100% sur du Delta pour l'instant. Spain, on est à 96, du Danemark à 96. Et les Pays-Bas, je m'attendais à avoir, si on avait été à 96 en Delta, enfin à 100% en Delta, mais non, pas du tout. On retombe sur un mix qui est très proche de celui de la France. Donc le phénomène de courbe en cloche, en fait, n'est pas encore explicable en fait directement par ce mix en fait qui est là. Donc, on arrive à d'autres hypothèses et je vous exprime mes doutes parce qu'il n'y a pas de certitude et on aura peut-être des réponses plus précises. Mon credo actuel, c'est que, et ça c'est la comparaison en fait entre les deux vagues actuelles, c'est qu'on a avec le virus, avec le variant Delta, une charge virale qui est 1280 fois supérieure
à ce que l'on pouvait avoir pour le alpha, donc qui est la souche originelle que l'on a trouvée en Chine, donc qui doit dater probablement du mois d'octobre de l'année 2019. Donc avec des premières manifestations pour l'Europe, avec des Jeux olympiques militaires qui avaient lieu vers le mois de novembre, avec des tas d'athlètes qui sont revenus. En fait, donc ça, c'est la souche originelle, clairement échappée du laboratoire de Wuhan. Donc voilà, donc ça, c'est la souche originelle. Là, avec le delta, on a une contagiosité qui est extrêmement forte. Et mon hypothèse actuelle, c'est qu'il y a une charge virale qui est très forte, contagiosité 1280 fois supérieure, en fait. Donc, ça veut dire que les R, les coefficients de propagation sont plutôt dans la zone de 5 à 10, alors qu'on est habitué à des propagations de 1,3, 1,7 pour les R, avec et vous savez que quand on dépasse 1, il y a propagation et que la contamination est réduite quand on descend en dessous de 1. Mais que là, si la contagiosité est très forte, en fait, la létalité ou l'impact que l'on peut avoir sur l'importance de la maladie est excessivement faible. Quand on regarde les ratios, alors je peux peut-être partager un autre écran, je vais le faire après si ça vous intéresse. Quand on regarde les cas, la courbe des cas est totalement énorme et on revient en fait à des niveaux de cas qui étaient ceux du mois de janvier ou février. En fait, quand on regarde la létalité ou les entrées à l'hôpital actuellement, c'est 20 à 30 fois inférieur en fait à ce qu'on avait pu noter. Donc, en effet, il y a une quatrième vague, mais en effet aussi, il y a très très peu en fait d'hospitalisation et de cas critiques et autres. Je crois que c'est UK qui est à moins de 30 fois en fait le taux d'occupation actuel. Donc, ça, est-ce que c'est la vaccination? La vaccination n'a pas empêché en fait la propagation du virus ou sa propagation, mais en revanche a fortement probablement protégé la population. Mais on était à 68% en Angleterre, donc ça n'explique pas qu'on n'en remplisse pas les hôpitaux. Donc il semblerait que ce soit plutôt le delta. Et on arrive à cette hypothèse qui pourrait être assez magnifique, c'est que le delta en lui-même est une sorte de virus qui empêche les autres, enfin qui fabrique tout ce qui est tout ce qui est anticorps, donc ferait cette initiation des anticorps, que ce soit en symptomatique ou en asymptomatique, mais plutôt en asymptomatique. Donc ça, c'est révélé par le nombre de cas qui explosent, mais néanmoins n'a pas en fait d'impact très très fort en dehors de la fabrication des anticorps, n'a pas les conséquences cliniques que l'on a habituellement, surtout quand on a déjà eu, et avec les 19 ou les 24 symptômes en fait qui ont été identifiés, et chaque patient ayant un mix de symptômes et avec des conséquences très très durables, comme vous l'avez vu. Moi, j'ai mis 6 mois pour m'en remettre, je me suis forcé à faire 40 km de marche par jour pendant 6 mois pour arriver à revenir dans une forme qui soit à peu près normale et avec des poumons qui aient une capacité de captation d'oxygène ou d'exposition au moins de l'hémoglobine pour la captation d'oxygène qui soit suffisante. Donc voilà l'état dans lequel on est et voilà tout le grand débat qu'il va y avoir, parce que récupération politique probablement pour regarder les beaux efforts qu'on a fait pour le vaccin. Et mon sentiment actuellement, c'est qu'en effet, ça a été bien fait pour le vaccin, même avec un peu de retard, et le cafouillage que l'on a pu connaître au mois de décembre et janvier, tant pour l'Europe, mais aussi pour la France, et en même temps aider un tout petit peu paradoxalement, par un virus qui est en train d'aider à une fabrication d'anticorps au travers de sa contagiosité et d'une dangerosité qui est bien moindre en fait que celle qu'on pouvait avoir pour le variant alpha que l'on avait initialement. Donc voilà un peu rapidement brossé, je dirais un peu voilà ce que je souhaitais pour initier la discussion avec vous et un peu les doutes que j'ai et les hypothèses de travail c'est pas hypothèse de travail, mais hypothèse d'observation de la situation telle qu'on peut la vivre actuellement. Voilà, rapidement. Merci Pierre, c'était passionnant et très riche. Alors, déjà, pour les participants, n'hésitez pas à soit de lever la main ou écrire vos questions dans le chat si vous en avez. Mais je vais commencer par poser quelques premières questions. Alors déjà, est-ce que quand même, il n'y a pas un effet de la vaccination sur le fait de la moindre, disons, de la décorrélation entre le nombre de cas et les entrées à l'hôpital, etc. Premièrement.
Et deuxièmement, donc si l'effet en cloche se confirme pour tous les pays, est-ce que ça veut dire, donc là, c'est pas évident comme question, mais est-ce que ça veut dire on pourrait en avoir fini avec le Covid dans quelques semaines, ou c'est plus compliqué que ça? Sur la première question, je pense qu'il y a une combinaison des deux, mais là, il faudrait vraiment plonger dans le data pour faire, ou alors, enfin, c'est un mélange d'ACP, je dirais un peu un équivalent d'analyse en composantes principales pour voir le poids de chacun des facteurs, et en même temps de faire, le problème, c'est qu'il faut faire une analyse temporelle dans le même temps. Tu vois, et donc à ce moment-là, il faut vraiment avoir accès. Je pense qu'on aurait de quoi faire si on prend par exemple toutes les communes anglaises ou les communes françaises, puisqu'on a ce data-là sur la vaccination par commune et en même temps la propagation, et on a les chiffres PCR qu'il faut. Voilà. Mais bizarrement, il n'y a pas de data lover à un niveau national ou de trucs où je ne sais pas, je suis dans l'incompréhension par rapport à la facilité de modélisation pour ceux qui aiment le data mining en fait et autres. Moi, je l'ai lancé chez Apple, le data mining, en utilisant toutes les bases de données Apple de tous les canaux en fait et autres. J'ai eu l'occasion de me présenter à Tim Cook et c'était d'une richesse. On arrivait à prévoir les ventes à 95% en fait et à faire du forecast à 3 semaines. Voilà, en l'espace de 2 heures, en faisant passer des algorithmes génétiques. Enfin, le truc était totalement étonnant. Ici, on est exactement dans le même cas. On me parle de modèles épidémiologiques et quand j'ai travaillé avec les modélisateurs de l'INSERM ou autres de Pasteur, enfin, ça a été pathétique de la pauvresse parce qu'ils essayaient de faire passer des modèles exponentiels, par exemple, au lieu de laisser travailler les outils de data mining que l'on a à notre disposition et d'IA, enfin, et avec un peu de supervised learning, bon, c'est même plus la peine de chercher un modèle ou de chercher la fonction qui est derrière. Enfin, on laisse faire maintenant les modèles. Donc ça, c'est la réponse à ta première question. La deuxième réponse, qui elle portait sur, en effet, la fin, j'ai le sentiment que ça pourrait être la fin. S'il y a cette on est dans la phase où on pourrait revenir à la terminologie grippette sans se tromper. Tu vois, je croise les doigts, ça serait vraiment formidable. Quand je vois ce qui est en train de se passer en Inde, d'une extinction complète, alors qu'il y a eu un petit confinement qui n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait eu avant, ils ont un peu tout fermé et verrouillé, ils ont réouvert. Quand je vois que l'Angleterre il y a eu le Freedom Day qui avait lieu, je crois, je ne sais plus trop, il y a une quinzaine de jours à peu près, où ça y est, les bars, enfin, tout était réouvert, et que malgré ça, ils sont dans une phase de décroissance et ils ne sont qu'à 67% de taux de vaccination. Ça veut dire qu'il n'y a quand même que 2 tiers qui sont vaccinés. Normalement, le tiers restant, avec des taux de propagation et de contamination, de contagiosité aussi forts, on aurait dû avoir une réexplosion totale de toute cette population qui n'avait pas été vaccinée. Et on a cette courbe qui redescend, qui est une sorte de trajectoire, je dirais, à la Jeff Bezos, un tout petit peu, je dirais, de spéculateur précoce qui monte très très haut et qui redescend après avoir fait son petit prout dans l'espace. Le truc est quand même, voilà, est quand même tout à fait étonnant. Il n'y a pas eu de confinement trop fort, hormis le Portugal. La courbe du Portugal, en effet, redescend un peu plus vite que celle de l'Espagne. Bon, voilà où on en est. Alors après, on peut se poser la question des transitions, des transhumances saisonnières et autres, mais tout ce qu'on a pu voir pour l'Angleterre, a commencé bien avant. Donc là aussi, c'est redescendu. Enfin, je ne sais pas. Je suis bizarrement enfin très optimiste quant à la fin possible. Alors, on croise les doigts. Vous avez vu les mix j'ai mis un peu les mix aussi avec toutes les finalités. Le virus est très, beaucoup de personnes disaient qu'il n'était pas mutagène. Quand on regarde la phylogénétique du virus, et j'avais fait les analyses l'an dernier, enfin, j'avais sorti ce data-là de quelques bases de données. Une grippe, il y a 10 000 mutations par an. Là, on est quand même sur un virus qui a 40 000 mutations par an, donc des taux 4 fois supérieurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a 4 fois plus de contagiosité, 4 fois plus de trucs. Vous connaissez les courbes statistiques et les probas qui sont derrière. Ça ne veut rien dire. Il y a des lois de poissons très bizarres qui animent comme ça ces mutations et
l'impact qu'elles peuvent avoir, mais néanmoins, attention, voilà, ça veut peut-être dire que il y en a un équivalent d'un alpha ou d'un delta qui aurait un delta prime avec une dangerosité égale à celui du alpha. Là, à ce moment-là, ça pourrait réexploser les compteurs. Donc, il va y avoir une surveillance, je pense, à avoir, à maintenir en fait et autres, mais le régime de la peur dans lequel on était est peut-être fini, en effet, d'ici 15 jours, 3 semaines, on va suivre. C'est vraiment à suivre, c'est passionnant. Enfin, moi, je me réveille le matin, je suis revenu là maintenant sur le data, en train de suivre les données en temps réel et surtout les données lissées qui permettent de niveler les taux que l'on peut avoir le lundi ou mardi, qui sont un peu exagérés par rapport à des tendances plus hebdomadaires. Ok, merci Pierre. Alors, je continue un peu là-dessus, sur un peu le monde post-Covid, ou en tout cas de gestion de la fin de l'épidémie. Alors, si on sort là de la dynamique pandémique pure, mais de sa gestion, si on parle un peu de sa gestion, alors qu'est-ce que toi tu penses de toutes les mesures qui sont en train d'être mises en place sur le pass sanitaire? Est-ce que tu penses que ça va… alors, dans ton ACP, est-ce que ça peut être un gros facteur qui fasse encore plus écraser les futures courbes de l'épidémie, ou est-ce que du coup on écrase une mouche avec un bulldozer et que de toute façon la dynamique épidémique, elle est tellement liée à d'autres facteurs que ça ne changera rien, et que ça va créer du débat politique énorme alors que c'est une surréaction? Ça, c'est première question. Et deuxième question, est-ce que on est… alors, je vais prendre aussi celle de Fabienne, la remarque de Fabienne. Une question, est-ce que nous n'avons pas atteint un taux de propagation qui a désormais atteint toutes les personnes les plus fragiles, et donc il ne reste plus que des personnes asymptomatiques? Voilà. Donc, en gros, ma question, les réponses qu'on fait, dont le pass sanitaire, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est utile? Et deuxièmement, est-ce que maintenant, voilà, la dynamique de l'épidémie, ça touche les asymptomatiques? C'est pour ça c'est peut-être moins grave qu'il y a quelques mois. Voilà, c'est à toi. Alors, la réponse à la deuxième question, c'est non, parce que vu la viralité que l'on a et la contagiosité, il y a encore 20% des personnes très âgées qui n'ont pas été, et des personnes à comorbidité en fait et autres, qui n'ont pas été, les 20-30% que je mentionnais pour UK tout à l'heure, qui n'ont pas été vaccinés. Donc, il y a quand même une population à risque qui devrait prendre un impact quand même assez fort par rapport à ça. Donc là, on a couvert une partie du risque, mais il en reste quand même une partie qui reste à la maison. Moi, je vois, là, je fais la visio depuis la ferme. Pour prendre un rendez-vous, il a fallu que je fasse 150 km pour vacciner mes enfants, parce que vacciner dans l'Indre actuellement, le prochain rendez-vous, il est le 22 septembre. Donc, c'est pour montrer qu'il y a encore de la bureaucratie qui est à l'œuvre en France. On essaie de vacciner et j'ai mes voisins qui ne sont pas encore vaccinés parce qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de truc. Enfin, je ne sais pas, il y a des aberrations de distribution comme ça du vaccin dont on Dans le parle Cantal, pas. imaginez dans le Cantal ou dans la Creuse. Et ben voilà, là je suis dans l'Indre, t'imagines la Creuse, tu vois, je suis à 68 km de la Creuse, tu vois, à Guéret. Mais ces gens-là, ils bougent pas, donc il y en a qui sont pas vaccinés, ils bougent pas, ces personnes âgées bougent pas. Par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est le nombre de personnes qui sont, du coup, je prends la question, qui sont, quand on voyait qu'il y avait 30 000 cas, tu sais, par le nombre de jours qu'il y a eu en 1 an et demi, moi, j'ai compté la population qui avait été atteinte. Et je me suis dit, mais attends, on a déjà atteint beaucoup. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un volant de personnes, de Français qui a déjà été Covidé? Et voilà, donc on ne serait pas aussi à une saturation, sans compter ces personnes que tu viens de dire et qui s'isolent et qui ne voient personne, c'est clair. Ça c'est le fameux calcul, si tu veux, de l'immunité collective. L'immunité collective, à la fin de la première vague, on devait être dans la zone des 15%. Les vagues suivantes ont rajouté, on est probablement monté à 30%. Tu rajoutes les vaccinés, si tu veux, sur ce truc-là. Tu as quand même une tranche qui n'est pas encore vaccinée, qui n'a pas été exposée. Et cette contagiosité, cette charge virale de 1260 fois supérieure au virus alpha,
si tu veux, et avec des R qui normalement de 5 ou 6, il te suffit d'aller au supermarché et ça y est, tu l'attrapes. Enfin, tu vois, et ces personnes, moi, mes voisins, ils ont ces 2 sorties par semaine. Ils vont faire le plein d'essence, ils vont aller Oui, faire un truc, c'est aller voir. mes parents typiquement qui ont 80 ans, Tu c'est mes vois, parents. voilà, Ouais. tu vois, et ce truc-là qui n'est pas protégé, il devrait être contaminé quand même, tu vois. Enfin, il y a un truc qui devrait se passer. Et manifestement, il doit y avoir des contaminations qui ne suffisent pas. Alors, est-ce que c'est la nourriture saine? Après, tu as toutes les Et oui, le potager. le potager, le truc, mais le potager, je vais te répondre qu'il y a 16 000 communes sur les 32 000 qui ont du radon, donc à un moment, ils vont finir par avoir voilà, un cancer du poumon qui explique qu'il y a 30% qui sont expliqués par le radon actuellement, et que le potager utilise de l'eau du puits qui concentre 1500 fois le radon, la radioactivité du radon. Enfin, donc, tu vois, bon, au bout d'un moment, après, voilà, enfin, on peut détruire, enfin, tu vois, c'est À pour ça qu'il côté faut rester. à côté de la Cogema à Limoges, par exemple. Exactement. Donc, tout ça, il faut rester assez humble, tu vois, par rapport à tous ces éléments-là. Voilà, juste prendre un peu de recul et se dire, bon, tiens, là, finalement, non, non, l'immunité collective n'est pas encore là. Et en même temps, on ne la connaît pas exactement parce qu'il faudrait prendre un test. Ce n'est pas les personnes qui sont testées. Et notamment, quand tu es vacciné, bah, tu ne te fais plus tester. Quand tu as eu le Covid, tu ne te fais pas tester. Donc, la baisse aussi du niveau de cas vient du fait qu'il y a moins de personnes qui sont testées. Tu vois, c'est pas, Il y a un biais, il y a un biais. Ouais, exactement, c'est pas du sondage, on est encore dans du déclaratif. Enfin, tu vois, si on fait la comparaison en termes de data, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça qu'il faut le prendre en relatif et que probablement les chiffres actuels sont peut-être divisés par 2. C'est pour ça que les tendances sont intéressantes, les chiffres en absolu ne veulent franchement pas dire grand-chose. Tu vois, c'est la logique de barométrie qui est importante, mais le baromètre n'a pas été calé, tu vois, par rapport à ça. Pour revenir à la question pour répondre à ta question sur le pass sanitaire, je pense que le pass sanitaire, c'est la bonne mesure il y a 2 mois, et pour répondre à un variant alpha. Donc on est en train d'appliquer actuellement une mesure qui aurait peut-être été parfaite l'été dernier, voilà, l'été de l'année dernière. Là actuellement, avec le retournement de situation et le virus Delta, c'est pas la bonne situation, notamment parce que le virus va très très vite en termes de contagiosité. Il est contagieux, au contraire de l'autre, qu'il était 4 jours après l'incubation. C'est la dernière charte que je vous ai montrée tout à l'heure. Et il serait contagieux dans les 12 heures à peu près, après le truc. Et on ne le verrait en fait apparaître qu'au bout de 4 jours. Ça veut dire que tous les tests PCR qui sont faits pour rentrer dans les attractions, les trucs, les machins, c'est du bullshit tout ça. Ça n'est pas adapté. Alors après, je conçois l'effort, la difficulté politique. Imagine toutes les batailles qu'il y a eu la nuit dernière, le week-end dernier pour faire passer ce pass sanitaire et qu'il n'y a pas encore de décret d'application. On va avoir le temps que ça va prendre, enfin tout le truc. Mais le temps politique n'est pas celui en fait du temps du virus et du temps du retournement. Tu vois, c'est bon. Et en plus de ça, il y a un deuxième temps qui est en train de se rajouter, qui est le temps de la présidentielle qui arrive et peut-être l'envie d'avoir de blinder l'argumentaire pour dire regardez tout ce qu'on a fait de bien. On a peut-être merdé au début à cause du masque, on a merdé à cause du départ, à cause du confinement, à cause des tests qui n'étaient pas là, à cause du vaccin, du retard. Mais regardez comment on s'est bien rattrapé, on a mis les mesures qu'il fallait. Bon, voilà. Donc, Et puis, il se rattrape aussi économiquement. Je donne du chômage partiel à des actifs pendant 1 an et je vais donner un revenu universel ou d'engagement à la rentrée à des jeunes. Il y a une probabilité, en effet, de composition comme ça, de politique. Donc ça rajoute des couches de lecture qui sont un peu compliquées, avec des vagues un peu scélérates, je dirais, avec des houles hachées dans certaines zones comme ça qui viennent se rajouter. Donc, je dirais que les historiens feront à un moment, et on est entre ingénieurs, feront une décomposition en série de Fourier de tous ces trucs-là, si tu veux, pour savoir qui a fait quoi de quoi, et qu'est-ce qu'il aurait exactement fallu faire, enfin, tu vois, sur tout ça. Bon, je pense que le petit coup de pouce apporté par le Delta est juste miraculeux, si jamais la courbe en cloche se produit, parce qu'on va dire, waouh, regardez, bon, et on va écraser, et on va dire, c'est parce qu'on a mis le pass sanitaire, on l'a voté à temps, et on va en tirer tous les bénéfices au mois d'août, alors que c'est bon, full bullshit, enfin bon, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Bon, donc ça c'est mon avis qui n'engage que moi et qui est en toute humilité sur la lecture des quelques chiffres qu'on peut assembler comme ça. Mais en effet, quand je regarde après les effets de manche, les trucs, les passes sanitaires, les anti-vax, enfin bon, tous les trucs, le liberticide en fait et autres, enfin, toutes les conséquences qu'il y a derrière et les résonances un peu médiatiques qu'il peut y avoir. Bon, ça laisse un peu, voilà, enfin, on regarde un peu, je dirais, les chiens à bois, la caravane passe, quoi. Donc, on en est là.
Merci Pierre. Alors moi, j'avais encore une question. Il y a une Alors, question de Robert. ah, Qui pardon, n'a pas encore Robert. parlé. Ouais, vas-y, Robert, je t'en prie. Oui, vous m'entendez bien? 5 sur 5. Oui. D'accord. Alors, bon, j'aurai trois questions si on a le temps. Vas-y, Robert, je t'en prie. Alors, la première, c'est sur les variants. Donc, on a vu la proportion de variants dans les contaminations. Est-ce qu'on a la même proportion donc des variants alpha, delta en particulier, dans les hospitalisations, dans les passages en réa et dans les décès? Ça, c'est ma première question. Ah oui. Deuxième question, c'est concernant le mouvement des antivax. Bon, on a une opposition au vaccin qui est plus forte en France qu'ailleurs, enfin d'une façon générale. Quels peuvent être les facteurs spécifiquement nationaux qui expliquent cette opposition? Je ne parle pas des facteurs généraux comme les réseaux sociaux, par exemple, ou autres, mais les facteurs propres à la France. Et ma troisième question, c'est l'impact de la pandémie sur la santé mentale des gens, en termes de dépression, en termes de suicide, en termes de violence conjugale due au confinement. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Voilà. Alors, sur le premier point, le mix à l'hôpital, il est très centré. Enfin, il y a déjà une grande partie des personnes qui arrivent à l'hôpital. Enfin, il y a des paradoxes, et c'est un tout petit peu complexe. J'avais fait un partage, je crois, avec toi, Laurent, là, comme ça, et c'est dans le post précédent, si vous le regardez. Ça devient compliqué quand il y a une bonne partie de la population en fait, qui est vaccinée, puisque le vaccin ne protège que 90%. Donc imaginez qu'il y ait 100% de la population qui soit vaccinée, il ne va y avoir que des gens vaccinés qui vont aller à l'hôpital. Donc en fonction du mix en fait, que l'on a, ça donne un paradoxe qui est, il peut y avoir autant de personnes vaccinées en fait, qui sont à l'hôpital parce qu'on est à 80% des personnes qui sont vaccinées et il y en aura autant. Néanmoins, quand on va à l'hôpital actuellement, il n'y a que... on a les études américaines qui montrent qu'il y a 90% des personnes qui arrivent à l'hôpital qui ne sont pas vaccinées. Et surtout pour les formes graves, il n'y a que 1% des personnes qui ont des formes graves, donc qui sont en soins intensifs, en urgence en fait, et autres, qui ont été vaccinées. Donc le but du vaccin, c'est vraiment d'avoir une protection, mais quasi totale par rapport au risque un peu de mort, et enfin au risque de se retrouver en soins intensifs. Et c'est vraiment, quand on a le Covid, c'est vraiment ce qu'il faut éviter, cette case hôpital. Donc on est préservé à 90%, quand on a le Covid, 93% si on prend le Pfizer, d'aller à l'hôpital, et on est préservé à 99,9% ou 99,7% de mémoire d'aller en fait en soins intensifs. Donc le point est là. Par rapport au comportement anti-vax en France, je pense qu'il y a une très très mauvaise pédagogie dès le début. Il y a eu, on a présenté ça et on a un peu radicalisé le débat. On a laissé les réseaux sociaux prendre le dessus sur ces éléments-là et chacun se prononcer par rapport à du vaccin ou pas vaccin. Il y avait de la pédagogie à faire. À quoi ça sert? À quoi sert le vaccin? On l'a présenté comme un effort pour protéger les autres, alors que il y a l'argument, ne serait-ce que moi, que j'ai comparé à la ceinture de sécurité, on oblige à la mettre parce que ça sauve votre vie à vous, point, et que votre vie à vous, elle a un coût, parce que si vous êtes handicapé, estropié à vie, parce que vous n'avez pas mis la ceinture dans une voiture, il y a eu 3000 morts à peu près qui ont été économisés, qui ont été sauvés, évité quand la mesure a été prise en 1973. Moi, je l'ai vécu avec mon père qui était pilote de rallye et qui n'a pas voulu la mettre pendant 2 ans et qui se faisait arrêter sans arrêt et qui était sur le point d'en venir aux mains. Donc pour lui, c'était du liberticide dans son espace personnel qui était à la voiture et pourtant, ça a été mis en place. Donc, il y avait une explication comme ça, une ligne, et puis on a oscillé entre c'est pour protéger les autres, c'est pour protéger votre vie. Enfin, ça n'a pas été complètement clair dans le truc. Donc ça, à mon avis, ça a favorisé la radicalisation à laquelle on est arrivé, plus la petite couche de liberticide qui fait toujours bien en France et tout, et ça y est, on est parti sur cet élément-là. Troisième élément, sur toutes les données psychologiques, moi je suis assez sensible à ça et j'ai mis un peu en avant tous les travaux d'une psychiatre qui s'appelle Lucie Joly, qui est psychiatre, je ne sais plus trop, il me semble que c'est à Saint-Antoine, et qui a vu un afflux de patients après le premier confinement qui a juste été colossal, avec le syndrome dont j'ai oublié le nom,
qui est pas très loin de l'agoraphobie, c'est-à-dire les personnes qui ont été confinées, en fait, ont peur du monde extérieur, en fait, ont peur des contacts. Donc, il y a là aussi, il y a des névroses traumatiques, en fait, qui sont nées, et on est dans un état un peu collectif de post-traumatic stress disorder, de PTSD, qui est de, on voit quand on regarde les autres, il y a toujours une distance maintenant qui a été mise, alors que ces distances, elles sont culturelles, elles sont presque, on est dans des distances américaines, et ça s'est mis en place en l'espace d'1 an, alors que c'est du culturel qui date d'il y a un siècle. On va en Espagne, j'ai vu des reportages, des personnes, alors qu'il y avait de la cola, il y avait du truc, tout ça est fini. Donc il y a eu un changement de comportement comme ça extrêmement fort. Il y a une étude qui a été faite et qui a donné à mon avis, un peu une cautère sur une jambe de bois, l'étude qui a été faite sur les étudiants et qui a montré qu'un tiers d'entre eux, en fait, étaient dans un état absolument lamentable, parce qu'en effet, un étudiant, ça se construit à coup de fêtes, à coup d'échanges dans des trucs, à coup de relations amoureuses. Enfin bon, il y a tout un corpus, on est tous passés par là dans notre phase d'études. Bon, pas en sup-SP, mais après au moins. Bon, voilà un peu je dirais, d'explosion cambrienne, je dirais, en termes de contact, de recherche, de tout ce qui a pu se passer, enfin voilà, pendant nos études d'ingénieurs et après. Donc voilà, oui, il y a un trauma, il y a toute une génération qui est à suivre parce que fragilisée, parce que non construite de la même manière, parce que surcentrée. Alors, on n'arrête pas de dire attention à l'addiction. Alors, il n'y a pas d'addiction, mais il y a des habitudes de comportement très, très forts pour les écrans. Et là, le digital qui a eu un très bel impact sur les entreprises en termes de télétravail, plus que n'importe quel travail de CEO au cours des 20 dernières années, en 1 an. En revanche, il y aura eu un travail sur certaines tranches d'âge, certaines responsabilisations d'individus peut-être un peu trop fortes par rapport à leur construction personnelle, qui va avoir un impact très très durable sur une génération, sur une tranche. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Est-ce que c'est la génération C par rapport à la génération Covid? Mais non, il y aura avec un impact avec un face-à-face avec l'écran qui est juste catastrophique. Enfin, c'est un défaut de construction assez majeur qu'on va retrouver. On va les voir arriver en entreprise, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai un tout petit peu peur. Voilà. Ça, c'est ma dimension psychologue un peu qui parle, ou tout simplement humaine. Moi, j'ai vu pour mes enfants, enfin, disons, sur les 4 plus grands, donc sur les 7, il y en a 4 qui cherchaient un job l'an dernier, ont trouvé des jobs. Il y en a mes 2 plus grandes filles, ont trouvé un job pendant le Covid. Au retour du Covid, ils sont allés dans l'entreprise, mais elles ont quitté leur job 1 semaine après la fin du confinement, c'était fini. Pourquoi? Parce qu'elles se sont aperçues que elles ont vécu un peu ce qu'on peut vivre si on a, enfin au moins ce que j'ai pu lire sur les rencontres sur Internet et la rencontre de la réalité après. Elles l'ont vécu dans le monde du recrutement, du travail en ligne et après de la vie en entreprise qui n'avait rien à voir avec les valeurs qui avaient été vendues au travers des 3 fois 1 heure d'entretien qu'elles avaient pu avoir. Et pour les 2, ça a été la même chose. Je me dis, ça a été bon, voilà. Et puis elles ont démissionné, elles se sont retrouvées un job parce que très positionné digital, très positionné, très positionné nouvelles technologies. Donc elles n'ont eu aucun problème pour retrouver un job, enfin flexibilité maximale. Mais donc l'impact maximal, psychologique maximal comme ça pour les, oui, suite au Covid. Ok, merci Pierre. Moi, je pense, ouais, Fabienne dit qu'elle partage, et je le sais bien. Et moi, je pense que c'est même pas qu'une génération, hein, c'est à tous les âges qu'on perd le contact humain, des jeunes aux moins jeunes. Oui, mais je reviendrai, tu vois, sur les notions de résilience, chaîne. Laurent, tu connais ma théorie sur les jeunes vont être vraiment touchés. Moi, j'avais étudié le cerveau aussi qui évoluait et les écrans. Nos enfants, ils sont restés enfermés tout le temps et encore plus. Et après, ils veulent même plus aller faire du tennis ou machin. Bon, ok, il y a esprit ado, mais non, c'est nous, on a besoin de sortir. On travaillait avant, on avait une activité extra-professionnelle où on sortait tous les soirs, on avait des réunions avec les autres et ça nous a manqué. Et moi, pour mon business, j'ai travaillé sur mon passé.
Et donc, ça aura des répercussions économiques après, peut-être. Enfin, j'espère pas, je vais rattraper vite, j'anticipe. Mais celui qui va avoir rien fait, il va avoir travaillé sur des relations passées. Et comme a dit Pierre, dans l'entreprise, là, on a travaillé grâce au passé, mais pas au présent. Des relations d'affaires, je les ai fait en physique encore. Et c'était parce que je les connaissais. Tu feras pas des nouvelles affaires, très rarement. On a voulu se rencontrer. Si on s'était rencontrés, on se connaissait pas avant, en virtuel avec les gens. Il y a la force du physique, du relationnel. Je veux travailler avec toi parce que c'est avec toi, ça passe bien. Et voilà, je ne veux pas faire la vieille. Hein, c'est moi, c'est peut-être Robert qui est plus vieux que moi, mais voilà, je suis la plus vieille après derrière. Si, il y a peut-être après. Ah oui, Pierre, oui. Pierre, c'est que j'ai eu mon anniversaire et là, je me sens vieille aujourd'hui, mais bon, voilà. Non, le point aussi sur lequel je voulais mettre le doigt, c'était la notion de résilience. Oui, ils ne savent pas lutter, c'est ça que je voulais dire. Ils ne savent pas lutter, les jeunes. Ils pleurent tout de suite. Ils pleurent tout de suite. Non, mais c'est surtout la capacité à revenir à un état précédent, qui est quand même la résilience, ou à avoir absorbé cet état pour stabiliser, mais ils n'ont pas cet état de référence. Laurent, tu vois, c'est un peu comme en phase ascensionnelle, à la limite, on a cette disruption là, comme ça qui intervient, mais ils n'ont pas la courbe qui est complètement construite. Laurent, tu l'as l'exemple, tu le connais, je ne le citerai pas ici. Tu l'as l'exemple, ce que vient de dire la courbe, tu vois. Oui. Et nous, en plus, alors, on a appris à lutter. Donc, on ne se met pas à pleurer dès qu'il y a un problème. Et j'ai peur, et je les vois dans le marché du travail. En plus, ces jeunes, j'en ai recruté 3 là. Donc, c'est plus du tout pareil. Alors, c'est du management qui est différent, mais il n'y a pas cette espèce de lutte aussi. Je me bats pour… je m'effondre tout de suite, quoi. C'est dur. Alors, par tout le monde, hein, on généralise. Hein. Cette résilience, elle n'est pas là chez tous, quoi. Non, et elle ne pourra pas exister parce qu'ils n'ont pas d'état de retour. Donc, ils n'ont pas ce refuge comme ça, passé, tel que tu l'as mentionné comme ça tout à l'heure, qui suppose une reconstruction sur à la limite, tu fais sauter ta maison de paille, tu la fais sauter, mais au moins, tu as les fondations sur rebâtir. S'ils disent qu'il y a 22% de dépression chez les jeunes, c'est énorme parce que si tu as connu une dépression ado ou jeune adulte, comment tu t'es construit après pour toute ta vie? Enfin, moi, je ne suis pas psy, mais enfin, tu connais que j'ai beaucoup de travail sur cela dit, pour avoir accompagné des dépressifs ou en avoir travaillé avec certains m'ont dit que c'était la meilleure chose qui leur était arrivée dans la vie. Ah ben oui, bien sûr, parce que ça fabrique du sens. Tu vois, tu es obligé là aussi de te poser les bonnes questions, de trucs. Donc ça aussi, ça peut donner une génération un peu plus essentielle, tu vois, par rapport à celle qui nous a été inculquée, où on fait du copier-coller de modèle parental, de consommation, de trucs, de machin. Donc il peut y avoir une densité nouvelle, si tu veux, qui peut apparaître. Voilà, je croise les doigts. Oui, parce que société de consommation, voilà, ils ont tout à côté. Donc est-ce qu'ils vont comprendre qu'il ne faut pas… voilà, mais tu as raison. Tu as raison. Je ne sais pas. Tu as raison, mais la consommation, on est dans une société de consommation aujourd'hui. Donc oui, mais en même temps, on a déconsommé pendant 1 an. En fait, tu vois, là aussi. Il y a pas mal si. Alors, quand tu regardes les niveaux d'épargne sur le livret A. En fait, oui, ça on est d'accord. Mais pour moi, faire des jeux, jouer, être sur des écrans, c'est parce que tu as la possibilité d'avoir tout ça. Donc, tu n'es pas avide. Hein, tu as plein de… Et on a eu peut-être la chance aussi d'avoir le Covid là. On l'aurait eu il y a 20 ans sans Internet. Enfin, imagine aussi là les conséquences autrement psychologiques que d'être là, ça aurait été du confinement très gestapiste. En fait, je dirais, ça aurait été encore plus particulier. Tu vois. Là, au moins, on a eu cette petite couche peer-to-peer, si tu veux, qui est venue compenser socialement ces éléments-là. Et les éléments de santé, Pierre, tu vois, vis-à-vis justement des plus âgés, 40, 60 ans, qui sont donc des générations, alors surtout les 50, 65 ans, qui ont eu l'habitude d'avoir l'équilibre, on leur disait, personnel, professionnel, loisir, donc avec une activité physique plus développée que ce qui s'est passé là pendant le confinement. Est-ce que tu ne penses pas que ça a pu créer des maladies? Mais c'est clair, ça c'est tous les professeurs de médecine avec qui je suis en contact, certains amis, enfin tout ça, m'ont dit il y a toute une poche qui va apparaître là, il va y avoir une surmortalité très conséquente
par rapport à tous les traitements qu'on n'a pas pu faire, qui n'étaient pas du préventif ni du prophylaxique, mais qui étaient du traitement en temps réel. Tu traites un cancer, le sein, du sein ou des opérations qui ont été reportées sur le truc, mais tu as un taux de mortalité, si tu veux, tu viens juste de passer de 10% ou de 90% de chances de sauver, tu es redescendu à 30%. Donc on va faire de la médecine d'urgence comme ça sur le truc. Voilà. Donc la bonne nouvelle, là, si on a bien ce petit pic, c'est que ça va bien libérer et permettre une replanification correcte malgré un personnel qui est un personnel médical. Oui, qui n'a pas évolué. Ça aussi, c'est une question qui que n'a pas j'ai. évolué et qui est surtout très très fatigué, enfin qui est épuisé. Tu vois, sur les trucs, il y a du burn-out de tous les côtés. Enfin là le truc ils sont exsangues. Ouais, le système de santé n'a pas changé depuis 15-20 ans. Et sur l'axe où on avait à la fois des besoins de ressources humains et techniques, une nouvelle organisation à mettre en place aussi, une nouvelle façon de voir le soin. Est-ce qu'il y avait un besoin de capacité supplémentaire déjà depuis plus de 10 ans, réel, surtout qu'on a une population vieillissante, donc avoir créé des lits supplémentaires qui auraient pu pour prévoir la dépendance ou des choses, enfin, d'autres soins pour d'autres personnes plus âgées plus tard, c'était pas, je veux pas dire, c'était pas une bêtise. Parce que du coup, on va se retrouver à toujours courir derrière des lits. La réponse est oui. La réponse, mais ça c'est plus un traitement complet de société. Tu vois, moi, je suis hospitalier à Lourdes là tous les ans. J'amène 150 pèlerins malades. Et j'ai construit, je suis en train de mettre en place la ferme du Berry justement pour éviter cette mise en EHPAD, tu vois, très rapide, donc d'avoir des maisons de retraite un peu à la campagne. Chaque ferme pourrait jouer ce rôle-là en France. Mais quand je les vois là, je me dis, les EHPAD sont un mouroir. Moi, je m'en suis aperçu l'an dernier aussi, j'ai eu la confirmation par un chiffre, parce qu'à un moment, il y avait, je ne sais plus trop, un EHPAD où il y avait eu 15 morts dans le mois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné à l'EHPAD, je leur ai dit, mais d'habitude, il en meurt combien? Ils m'ont dit, on est plutôt à 5. J'ai dit, il y en a quand même 5 par mois. Ils m'ont dit, oui, l'espérance de vie dans un EHPAD, c'est 15 mois. Si tu veux, donc, tu vois, la dimension mouroir. Pourquoi? Parce que on a structurellement, on a pensé la société avec des petits appartements, des petites maisons de retraite, des petits trucs, et les personnes en EHPAD, on leur cassé le lien social. C'est impossible de voir les petits-enfants. Petits-enfants qui viennent une fois par an, ils n'ont pas plus envie de venir qu'une fois par an dans une petite case, on va dire bonjour à mémé, quoi. Enfin, c'est le truc, voilà. Donc tout ça est à repenser, c'est vrai, médecine à domicile, médecine à truc et tout. C'est d'une lourdeur, enfin, tu vois, tout ce truc-là, et c'est pas vraiment au centre des priorités, alors qu'on a un gros problème sociétal. Voilà. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de lits qui ont été libérés bizarrement, alors là, de manière très cynique, tu vois, pour peut-être repenser ces modèles-là, enfin, et refaire un peu tous ces trucs-là. En effet, il y a eu 15 000 lits qui ont été... mais les 15 000 lits, ils vont être remplis, enfin, tu vois, enfin bon, voilà. Pourquoi? Parce que les prix vont baisser, les trucs, ça permettra à d'autres d'y aller. Enfin, bon, je ne te passe ces horreurs économiques. Le système capitaliste est très mal foutu pour cette préoccupation communautaire et sociétale. Mais il n'y a pas eu de prise de conscience aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de réaction derrière. Non, il n'y a pas eu de réveil. Moi, je pensais que ça allait venir par rapport à tous les morts qu'il y avait pu y avoir, qui n'ont pas pu être accompagnés, enterrés, enfin, tu vois, dignement. Rappelle-toi l'an dernier, tu vois, on en est à 110 000, et sur les 110 000, il y en a eu 20 000 qui sont allés en cimetière sans que les proches soient là, quoi. Donc là aussi, on n'a pas de psychologique. Je pense que c'est mineur par rapport aux jeunes, mais il y a eu 20 000 familles qui ont été touchées comme ça par un deuil qui n'a pas été fait. Ok, alors merci Pierre pour cette conversation passionnante. Merci à Fabienne d'avoir animé pas mal aussi cette partie du débat. Alors peut-être, on arrive au bout du temps. Oui. Peut-être je te laisse conclure, mais peut-être sur un peu une idée, notamment comment tu vois, en fait, tu as parlé au début de ton intervention sur le fait que voilà, la récupération politique, entre guillemets, du fait que la crise du Covid serait terminée. Alors peut-être, toi, comment tu vois l'impact de cette crise ou de cette fin de crise dans la campagne présidentielle et la présidentielle à venir? Et peut-être qu'est-ce que ça nous permettrait de débloquer dans la société française ou dans le débat politique français? Comment, si on en sort par le haut de cette crise, qu'est-ce que tu vois émerger de positif? Et voilà, qu'est-ce qu'il faudrait défendre pour que voilà, ça améliore quelque chose dans notre
le fonctionnement de notre société, notre économie, et plus généralement, voilà, comment ça va se passer ce débat politique avec toujours le Covid qui va planer comme passé récent ou peut-être même encore d'actualité. Voilà, je te laisse conclure avec ça. Oui, donc en conclusion, il y a comment dire, plusieurs points. Le premier, très structurellement, le Covid va être, c'est le terrain de jeu, c'est-à-dire qu'il n'existait pas il y a 2 ans ou dans la présidentielle précédente, et d'habitude on regarde la sécurité, l'emploi, bidule, machin, enfin les grands classiques, et là le Covid va être le champ de bataille ou le ring de boxe principal. Il va y en avoir 3-4, mais on va garder bien sûr la sécurité, enfin bon, tous les éléments, surtout avec ce qu'on voit en fait et autres. Et on voit bien que là, ça va être le ring avec la défense d'un bilan. On va plus trop parler des retraites parce que ça va gentiment être oublié, enfin et tout ça. Donc voilà. Les questions économiques vont passer au second plan aussi, bizarrement, parce que là, on a pris 20-25 points de déficit et de dette en plus qui rendent les choses, mais bon, voilà, enfin, juste même la crise de 2007, enfin un peu tout ce qu'on avait pu vivre depuis 2009, on s'était pris du 8% ou 7-8%, là on s'est pris 24%, donc c'est tellement atomique que bon là le truc, ça dépasse les ordres de grandeur. Je pense qu'on n'a pas encore tiré tous les enseignements, mais clairement, il y en a pour les personnes âgées, pour la manière dont on gère des crises comme ça. J'espère qu'il y aura des enseignements par rapport à la pile administrative que l'on a entre du national et du régional. Clairement, ça aurait pu être traité à un niveau communal ou à un niveau départemental. Et là, on s'est complètement perdu entre les régions, les préfectures qui n'ont pas respecté les élus. Enfin, on a eu la très très belle révélation que la France était un pays d'administrés et pas du tout de gouvernés. Donc, à un moment, il va vraiment falloir se poser la question, est-ce que les élections servent à quelque chose? Moi, je suis en contact avec la ferme pour des questions d'hydrogène liquide par pyrolyse solaire, pour des problèmes justement pardon, de sanitaire par rapport à de la transformation de sanglier en fait et autres. C'est hallucinant la difficulté que l'on a de coordonner comme ça localement toutes ces administrations, parce que, et quand on parle à l'administration, ils ont tendance à dire que oui, non, mais bon, ça, c'est les élus, ils ne sont pas là pour longtemps, quoi. Donc, il y a des oppositions comme ça, locales de bloc, mais qui me scotchent. Alors que j'avais le sentiment d'une représentation des élus forte, parce que c'est les seuls à être élus. Non, l'administratif est là, détient la loi, la règle, en fait, et autres. Est-ce que le Covid va changer ce truc-là? Moi, j'ai ce souhait-là, plutôt que de se battre pour le pass sanitaire, anti-vax, vax et autres. Il y a quand même des combats qui méritent d'être menés, qui sont là et qui empêchent ce renouveau de la France, cette fraîcheur. Dernier point, c'est d'un point de vue industriel. Le Covid pose méchamment toutes ces questions de désindustrialisation de la France, enfin sur du souverain. On n'a pas un vaccin français encore, ça nous fait tout le retard qu'il fallait. On a laissé partir Valdena au UK, on a laissé partir 3 autres que j'ai essayé de sauver auprès de l'Élysée, j'y suis pas arrivé. Enfin, c'est d'une bêtise à pleurer, enfin, tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce que, je sais pas, est-ce que c'est un politique, même au niveau d'Emmanuel Macron, qui n'est pas suffisamment éveillé à ces questions-là? Pourtant, je sais que Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'il a fait des choix en janvier qui étaient forts. Il s'est formé à la biologie moléculaire et il avait sur le coin de son bureau un pavé de biologie moléculaire qu'il a lu en 1 semaine parce qu'on lui a raconté n'importe quoi avec le conseil scientifique. À un moment, il y a des autonomies comme ça que l'on avait du temps de Pompidou, du temps de De Gaulle qui a créé le CEA, qui a créé enfin des tas de trucs qui sont restés après une pensée, que ce soit avec Valéry Giscard d'Estaing, enfin une pensée un peu ingénieure qui était là, qui se basait un peu sur des faits et pas simplement d'aller consulter les conseils qui étaient autour de lui. Donc, est-ce que ça va changer la donne politique? On va voir, là, dans les mois à venir. Est-ce que ça va bouleverser le monde, la place de la France dans le monde et autres? On avait une opportunité de le faire, on ne l'a pas prise. Ça, c'est un peu dommage. Il y a eu quand même un paquet de boulettes qui ont été faits. Moi, avec la connaissance que j'ai de la blockchain, on aurait très bien utilisé la blockchain pour le pass sanitaire, pour la protection des données, pour le dataset que l'on avait, qui était formidable en France. J'ai demandé à Salomon d'avoir accès dès le début aux données pour arriver à faire cette modélisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, des communes, des trucs, de la propagation. Et on peut en déduire les règles de propagation virale par rapport au contact et autres. On aurait trouvé tous ces trucs-là, on les aurait eus.
barrage complet quant au partage des données, même si j'ai proposé de les blockchainer, de les anonymiser, de faire toutes les couches, du SHA 256, du truc de la crypto, de haut niveau, bien robuste, rien n'y a fait. Dommage. Merci Pierre. Alors, Fabienne, elle est sensible à cette question des protections des même données. s'il y a un chat 52 ou du hachage ça ne marche pas. En tout cas, voilà, c'est un sujet, mais en tout cas, c'est super que tu aies donné des perspectives. Je pense que Hubert, qui est avec nous, est sensible à la question des déficits de dette publique, mais aussi extérieure, qui se creusent. Donc, ça va être un gros sujet de réindustrialisation. Donc, je pense que ça peut être un focus pour nous, pour X-Urso, dans les mois de rentrée, dans la perspective de la présidentielle, de travailler là-dessus, d'écrire aussi là-dessus. Un gros sujet, comme aussi l'écrit Fabienne, la prospective en termes d'attente et évolution économique, sociale et humaine. Donc, je t'enverrai, Laurent, un très bel article que j'ai trouvé là, sur le spread qu'il y a actuellement entre le taux d'inflation aux États-Unis qui est passé à 5,6% et le taux de base bancaire, enfin les bons du Trésor, quoi, qui sont toujours dans la zone des 0,7-0,8. Le truc est hallucinant. Ça ne s'est jamais passé aux États-Unis, que d'avoir un split comme ça, qui peut refoutre en l'air toutes les questions d'emploi, les questions de trucs. Donc là, pour l'instant, ils sont en train de penser un peu leur plaie avec Covid et autres, enfin de remettre en place. Et le plan de relance, en fait, est là et autres, mais c'est en train de. Il suffit de le regarder pour les matières premières. Moi, j'ai vu des cabanes que j'achetais prêtes à monter à 3 500 €. Elles sont à 8 000 € maintenant à cause de l'augmentation des matières premières. Le truc est hallucinant, enfin, de bottleneck de tous les côtés, avec la Chine qui a fait une OPA sur tous les bois français, sur les futures, sur les achats à terme, pour les 3 prochaines années. Enfin, on va être dans un monde avec des signaux faibles d'une crise de subprime, mais de bouleversement un tout petit peu majeur. Enfin, il ne faudrait pas qu'il y ait une guerre là-dessus, une tension qui soit ravivée entre les États-Unis et la Chine. Ça va péter, on le sait, à un moment ou à un autre, quand on ne sait pas exactement. Plus dans notre backyard, il y a quand même Erdogan qui commence à faire tout et n'importe quoi avec Chypre, pour toutes les exploitations. Enfin, on va vers un monde chaotique avec des attracteurs étranges qui sont quand même de plus en plus. Enfin, ça va s'accélérer tout ça. Enfin, on sent qu'il y a un truc qui va largement dépasser le pouvoir politique, enfin, qui va être un peu remisé un peu au second plan, quoi. C'est un peu le bruit et la fureur cher à Shakespeare et surtout à Faulkner qui est en train de se passer actuellement, quoi. On est des pauvres fous sur la scène, quoi. Il faut garder cette humilité-là en permanence. Oui. En tout cas, merci Pierre, c'était vraiment passionnant. Moi, j'ai énormément appris, ça fait réfleshir. Et puis, on a des gros sujets en espérant que voilà, l'épidémie soit finie. Ça serait la bonne nouvelle vers la deuxième partie de 2021 et qu'on se concentre aussi sur toutes ces questions, notamment économiques, qui sont très, très complexes et avec tous les bouleversements, 120 points de dette, un déficit extérieur qui se creuse en France, etc. Beaucoup de sujets. En tout cas, merci Pierre. Je vous souhaite à tous une bonne suite d'été. Et puis, voilà, dans quelques semaines, des nouvelles par mail pour nos prochains webinaires. Voilà, à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.